Et cric, et crac. Le rideau s'est ouvert. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Que commence notre histoire. Bienvenue dans ce conte merveilleux. Ensemble, nous allons tourner les pages de ce livre et découvrir l'incroyable histoire de Casse-Noisette. Mais pour cela, il nous faudra d'abord découvrir l'incroyable histoire de la princesse Pirlipa. Connaissez-vous la princesse Pirlipa? Pirlipa est une jeune princesse, la plus ravissante qui soit. Ses parents, le roi et la reine, sont très fiers d'elle. Un jour, pour bien montrer qu'il ne manque ni d'or ni d'argent dans son royaume, le roi lance une grande invitation dans tout le pays. Oyez, oyez, princes des alentours, moi, votre bon roi, vous convie tous à une grande régalade, un gigantesque festin de saucisses et de lard. Le jour dit, on allume un grand feu de bois de santal. La reine met son tablier de damas, car elle seule cuisine comme personne la saucisse au lard. Le délicieux fumé s'élève bientôt de la marmite. Mais, à peine le lard commence-t-il à rôtir, qu'une voix menue chuchote. La voix d'un rat. C'est Dame Ratiring. Il y a des années qu'elle habite dans les caves du palais du roi. Donne-moi quelques morceaux grillés, petite sœur. Je veux festoyer moi aussi. Allons, juste quelques morceaux grillés. Dame Ratiring, je vous accorde en ce jour de fête votre part du festin. Montrez-vous et dégustez ce lard à votre gré. Dame Ratiring ne se le fait pas dire deux fois. Elle sort joyeusement de sa cachette. Mais surgissent avec elle tous ses cousins, cousines et ses fils, de bien mauvais sujets. Tous se jettent sur le lard, et la reine effrayée ne parvient pas à leur résister. Quand, enfin, elle parvient à les pourchasser, il ne reste que bien peu de lard. Au moment du festin, le roi est terriblement déçu de la régalade, qui n'en est pas vraiment une. Et il entre dans un grand désespoir. Il gémit, sanglote, se lamente. Pas assez de lard? Pas assez de lard? Mais que vont donc penser les princes invités à ma table? Ô mon roi, mon très beau roi, laissez-moi vous expliquer le méprisable comportement de Dame Ratiring. C'est un complot, un guet-apens. Dame Ratiring et toute sa famille se sont jetés sur le lard sans que l'on n'y puisse rien y faire. Ah, c'est ainsi! Ah, elle a osé s'en prendre à mon buffet! Scandale, colère, vengeance! Que l'on convoque d'urgence le conseil secret!
Ce comportement ne restera pas impuni. Et le conseil décide de la déposséder de tous ses biens. Mais ce n'est pas tout. Le roi fait venir de toute urgence le grand horloger de la cour, afin qu'il envisage une vengeance digne de ce nom. Christian Elias Drosselmeyer, je vous somme de trouver une solution afin d'exterminer la famille de Dame Ratterink. Exterminer sa famille? La requête n'est pas évidente. Laissez-moi réfléchir. Oh, mon roi, je pourrais confectionner des pièges à souris et les placer un peu partout dans le château. Parfait. Eh bien, qu'attendez-vous donc pour vous mettre au travail? Christian Elias Drosselmeyer, grand horloger de la cour, se met donc à fabriquer les pièges et une fois installé de la cave au grenier, il se rabattent sur les rats avec succès. Tant et si bien qu'une grande partie de la famille de Dame Ratterink finit ainsi massacrée de façon monstrueuse. Dame Ratterink finit donc par abandonner avec sa petite suite ces lieux de terreur. La cour jubile, mais la reine est soucieuse. Retrouverai-je un jour la paix et l'insouciance? Car je ne connais que trop bien le caractère de Dame Ratterink. Je sais qu'elle ne sera pas impunie la mort de tant de parents. Tu ne penses pas si bien dire, Madame la Reine. Oui, vous avez massacré mes cousins et cousines. Prends garde, Madame la Reine, que la Reine des souris ne sectionne d'un coup de dent ta petite princesse. Prends bien garde. Là-dessus, elle disparaît et ne se montre plus. À partir de ce jour-là, la reine, méfiante, prend d'incroyables précautions. Elle fait garder la ravissante petite princesse Pirlipa par 3 gardiennes, aussi bien le jour que la nuit. Mais un soir, les gardiennes épuisées s'endorment toutes les 3 au chevet de la princesse Pirlipa, malgré les recommandations et les ordres de la reine. Peu avant minuit, l'une des gardiennes s'éveille brusquement de son profond sommeil. Et quelle n'est pas sa terreur lorsqu'elle aperçoit, juste devant elle, un gros rat immonde dressé sur ses pattes de derrière et dont l'horrible tête frôle le visage de la princesse. Elle se lève en poussant un cri d'épouvante. Les 2 autres gardiennes se réveillent. Réveillez-vous, mes sœurs! Au secours! Au drame! À l'intrusion! Mais, au même instant, Dame Ratterink s'enfuit d'un bond et disparaît par une fente du plancher. Les gardiennes s'approchent alors de la petite princesse Pirlipa et poussent un cri d'effroi en découvrant le sort qui lui a été jeté. Mon Dieu! Qu'est-il arrivé à notre chère petite? Qu'est donc devenue sa petite tête angélique aux boucles d'or? Voyez cette grosse tête informe. Et voyez ce minuscule petit corps tout ratatiné. Mon Dieu! Avez-vous observé ses yeux? Ils étaient d'un bleu si pur! Pauvre innocente! Ils sont à présent gris et saillants. Et sa si jolie petite bouche. Elle est à présent distendue d'une oreille à l'autre. Bref, la reine croit périr à force de se lamenter et de gémir. Le roi, quant à lui, rejette toute la faute sur son grand horloger, Christian Elias Drosselmeyer. Il est le coupable idéal. Après tout, c'est lui qui a fait fuir Dame Ratterink après avoir massacré sa famille avec tous ses pièges à souris. Christian Elias Drosselmeyer, tu es tenu de rendre à la princesse Pirlipa son ancienne apparence, et ce, avant 4 semaines, ou tout au moins d'indiquer un moyen sûr et infaillible d'y parvenir. Faute de quoi, tu seras livré à une mort ignominieuse par la hache du bourreau. Drosselmeyer est effrayé par les propos du roi et se met à pleurer amèrement. Ses idées tournent en rond lorsque l'idée lui vient de consulter l'astrologue de la cour.
Celui-ci examine les étoiles et établit, avec l'aide du grand horloger, l'horoscope de la princesse Pirlipa. Voyez, mon ami, pour échapper à l'enchantement qui l'enlaidit et retrouver sa beauté d'autrefois, la princesse Pirlipa devra tout simplement déguster la délicieuse amande de la noisette Kratakuc. La noisette Kratakuc? Mais de quoi s'agit-il? Et comment la reconnaître? Cher ami, la noisette Kratakuc a une coque si dure qu'elle peut supporter sans se briser qu'un canon de 48 tonnes lui passe sur le corps. Et que voyez-vous d'autre, mon ami? Il faudra qu'un jeune homme n'ayant encore jamais porté de bottes et n'ayant encore jamais été rasé fasse craquer devant la princesse cette noisette dure et lui présente l'amande les yeux fermés. Mais attention, ce jeune homme ne pourra rouvrir les yeux qu'après avoir effectué 7 pas en arrière sans trébucher. Telle est la prophétie. Vous avez trouvé, mon ami! Je suis sauvé! Après avoir travaillé sans répit pendant 3 jours et 3 nuits avec l'astrologue, Drosselmeyer se précipite dans la salle du roi, plein de joie et d'enthousiasme. Sans plus attendre, il lui fait connaître le moyen pour rendre à la princesse Pirlipa sa beauté perdue. Le roi, fou de joie, le serre sur son cœur. Drosselmeyer, je vous promets une épée de diamant. Mais ne perdons pas de temps. Mettez-vous à l'œuvre aussitôt après le repas. Faites en sorte que le jeune homme en chaussures et qui ne s'est jamais rasé soit présent au moment voulu avec la noisette Kratakuc. Et veillez à ce qu'il n'ait pas bu de vin, afin qu'il ne trébuche pas lorsqu'il devra faire 7 pas en arrière. Après quoi, il pourra boire autant de vin qu'il voudra. Le moyen, sans doute, est trouvé. Mais il manque encore et la noisette Kratakuc et le jeune homme destiné à la faire craquer. Et il est possible de se demander si l'un et l'autre ne resteront pas à jamais introuvables. J'exige que vous vous mettiez en route à l'instant, vous et l'astrologue, et ne réapparaissez pas avant d'avoir trouvé et la noisette Kratakuc et le jeune homme. Pendant plus de 10 ans, Drosselmeyer et l'astrologue de la cour vont parcourir le monde sans jamais trouver trace de la noisette Kratakuc. Ils finissent par sentir au plus profond de leur cœur une immense nostalgie du pays les envahir. Dites-moi, chers collègues, à quoi bon rester ici? Pourquoi ne pas rentrer chez nous, à Nuremberg? N'est-il pas indifférent, après tout, que nous cherchions en tel ou tel endroit cette maudite noisette Kratakuc? C'est ma foi vrai. En route, mon ami, nous rentrons au pays. À peine arrivé à Nuremberg, Drosselmeyer se rend chez son cousin, Christoph Zacharias Drosselmeyer, pour lui raconter toute l'histoire de la princesse Pirlipa. Le cousin est stupéfait. À la fin du récit, il projette en l'air son bonnet et pousse des cris de joie. Cousin, cousin, vous êtes sauvé! Sauvé, vous dis-je! Car je suis moi-même en possession de la noisette Kratakuc. Vous, mon cousin, en possession de la noisette Kratakuc? Voyez cette noisette. Elle a une bien curieuse histoire. Il y a bien des années, au moment de Noël, une charrette lourdement chargée roula par inadvertance sur un gros sac de noisettes. Et toutes les noisettes furent brisées, à l'exception d'une seule, celle-ci. L'astrologue prend alors la noisette et se met à l'observer attentivement. Après avoir soigneusement gratté l'or qui recouvre la noisette, il y découvre le nom de Kratakuc, gravé en caractères chinois sur la coque. La joie des voyageurs est immense. Et si je puis me permettre, cher cousin, il me semble que mon fils soit le jeune homme que vous cherchiez. Vraiment? Mon neveu serait le jeune homme que nous sommes partis chercher au bout du monde? Et pensez-vous vraiment qu'il puisse faire craquer la noisette Kratakuc et tendre à la princesse son amande régénératrice? Mon fils est un beau jeune homme qui ne s'est encore jamais rasé
et n'a jamais porté de bottes. De plus, par une galanterie innée, il croque les noisettes pour les jeunes filles. Celles-ci l'appellent, à cause de cela, beau petit casse-noisette. Oui, bravo mon ami, c'est lui, nous le tenons, nous l'avons trouvé. Mon ami, nous partons sans plus attendre au chevet de la princesse Pirlipa. Et tous trois se rendent au château du roi. Depuis l'événement du berceau, Pirlipa est devenue une jeune fille. Et bien des garçons ont tenté de lui rendre son apparence, mais tous se sont cassés les dents sur une noisette qui n'était même pas la noisette Kratakuc. Mais enfin, voici venue l'opportunité de notre jeune ami Drosselmeyer. Noble reine, mon bon roi, voyez venir à vous un jeune homme empli de belles intentions, prêt à servir la princesse Pirlipa. Que l'on me donne la noisette Kratakuc, et permettez, mon bon roi, que je tente à mon tour de mettre la coque en morceaux. Noble princesse, veuillez recevoir cette délicieuse amande de votre preux serviteur. Et maintenant, voyez s'accomplir votre destinée et la mienne, noble princesse. Faites place, car il me faut maintenant effectuer les 7 pas d'une importance cruciale. La princesse, de son côté, avale l'amande sans plus attendre. Et alors, ô miracle, l'être difforme disparaît et à sa place apparaît une merveilleuse jeune fille. Mais le jeune Drosselmeyer n'a pas fini ses 7 pas. Et voilà Dame Ratirink qui surgit du plancher, à l'endroit précis où il allait poser le pied. Il trébuche et manque de tomber. Oh, quelle infortune! Le jeune homme devient sur le champ aussi contrefait que l'a été la princesse Pirlipa. Nom d'un sortilège, voyez mon ami, son corps se ratatine. Sacre bleu, sa tête devient difforme, ses yeux saillants. Et une large bouche béante lui traverse le visage. Mais regardez, au lieu de sa nappe, un étroit morceau de bois pend dans son dos. Comme pour gouverner sa mâchoire inférieure. Sortilège! L'horloger et l'astrologue sont horrifiés. Dame Ratirink, quant à elle, se roule sur le plancher et perd son sang en abondance aux affres de la mort. En effet, le jeune Drosselmeyer lui a si profondément ouvert la gorge avec le talon pointu de sa chaussure qu'elle est maintenant à l'agonie. Oh, Kratakuc, noisette dure, qui est la cause de ma mort. Hi, hi, gentil casse-noisette, mourra à son tour. Mon cher fils, aux 7 couronnes, tu vengeras ta maman sur le petit casse-noisette. Oh, douce et belle vie, je vais donc te quitter. Oh, la mort. Cependant, lorsque l'infortuné Drosselmeyer, ainsi contrefait, paraît devant la princesse, Pirlipa cache son visage de ses 2 mains. Éloignez-vous de ma fille, vilain personnage. Ah, je sens à nouveau la colère monter en moi. Joli complot, messieurs. Vous avez essayé de me faire prendre pour gendre un casse-noisette. Scandale, colère, vengeance. Je vous expulse tous les 2 définitivement du château. Et tous 2 quittent le château, débités par les derniers événements. Mais il ne se laisse pas décourager. Et une fois de plus, l'astrologue en appelle aux étoiles. La difformité de notre jeune ami disparaîtra le jour où il tuera de sa main le fils aux 7 têtes de Dame Ratirink. Il est devenu roi des rats, paraît-il. Mais il faudra aussi qu'une jeune fille aime notre cher casse-noisette en dépit de sa difformité. Eh bien, mon ami, croyez-moi, cette histoire ne fait que commencer. En effet, chers amis, c'est ainsi que se termine l'histoire de la princesse Pirlipa. Mais celle de Casse-Noisette ne fait que commencer.
chargé de dragées, de bonbons et de friandises de toutes les couleurs. Mais surtout, ces centaines de bougies qui brillent, comme autant de petites étoiles parmi le branchage. Quelle splendeur! Ah, je savais bien que j'allais recevoir un nouvel alezan. La ravissante poupée, la jolie robe, la jolie robe. Et j'aurai le droit de la mettre. Je suis sûre que j'aurai le droit de la mettre. C'est un animal farouche, mais cela ne fait rien. J'en viendrai bien à bout. As-tu vu, Fritz, ces petits ustensiles flambant neufs? Je n'en ai pas le temps, Marie. Il faut que je passe en revue mon nouvel escadron de hussards et que je regarde de plus près leurs uniformes rouges et leurs armes en argent. Chère maman, quel joli livre d'images! Oh, les belles fleurs et ces personnages vêtus de costumes aux riches couleurs! Parrain Drosselmeyer! Bonsoir mes chers petits, joyeux Noël! Et voici la merveille que je vous ai réservée cette année. Parrain Drosselmeyer, quel magnifique château! Avec des vraies fenêtres et des tours dorées. Quelle belle pelouse, parsemée de fleurs de toutes les couleurs. Oh! Ils se mettent à danser sur le son du carillon. Les dames portent des chapeaux à plumes et de longues robes à traînes. Et ce personnage sur le perron, mais c'est toi, Parrain Drosselmeyer? Parrain Drosselmeyer, je t'en supplie, laisse-moi entrer dans ton château. C'est absolument impossible, mon jeune garçon. Mais les dames et les messieurs dansent et se promènent toujours de la même manière. Parrain Drosselmeyer, sors donc pour une fois par cette autre porte. C'est impossible, mon petit Fritz. Alors demande au petit bonhomme en verre qui regarde si souvent par la fenêtre d'aller se promener avec les autres. Cela ne se peut davantage. Alors que les enfants descendent, je veux les voir de plus près. Mais voyons, tout cela est impossible. Le mécanisme est ainsi fait une fois pour toutes et l'on n'y peut rien changer. Vraiment, rien de tout cela n'est possible. Eh bien, écoute, Parrain Drosselmeyer, si tes petits bonshommes endimanchés ne peuvent jamais que faire la même chose, c'est qu'ils ne valent pas cher. Non, je préfère mes hussards. Ils sont bien obligés, eux, de se mouvoir à mon gré, d'avancer, de reculer. Et eux, ils ne sont pas enfermés dans une maison. Fritz, ce château est un tel chef-d'œuvre d'ingéniosité. Oh, Parrain Drosselmeyer, pourriez-vous m'expliquer le fonctionnement du château et le mécanisme fort ingénieux qui actionne les petits personnages? Cher papa, à qui appartient ce délicieux petit homme qui se trouve au pied du sapin? Celui-là, ma chère petite, devra travailler pour vous tous. Il se chargera de croquer pour vous les noisettes trop dures. Et il appartient aussi bien à toi qu'à Fritz. Quel merveilleux personnage! Comme il est adorable lorsqu'il croque des noisettes! Puisque notre ami Casse-Noisette semble à ce point te plaire, tu seras tout particulièrement chargé de le garder et de le protéger. Mais Fritz, je le répète, aura tout aussi bien le droit de se servir de lui. Oh, quel amusant petit bonhomme. Allons, au travail mon ami. Avec moi, il t'en faudra croquer plusieurs à la fois. Mon pauvre, mon cher Casse-Noisette! Fritz, rends-les-moi! Tu n'es qu'un maladroit! Ce n'est qu'un pauvre être stupide. Il prétend s'appeler Casse-Noisette, mais il n'a même pas une mâchoire convenable. Il n'a pas l'air d'y connaître grand-chose à son métier. Donne-le, Marie. Je veux qu'il me croque des noisettes. Et tant pis s'il devait démolir son menton. Pour ce que vaut ce nigo, cela n'a pas d'importance. Non, non, Fritz, tu n'auras pas mon cher Casse-Noisette. Vois comme il me regarde tristement en me montrant sa petite bouche blessée. Tu n'as pas de cœur. Et d'ailleurs, tu bats aussi tes chevaux et il t'arrive de tuer des soldats. Il le faut bien. Tu ne comprends rien à la guerre. Et pour ce qui est de Casse-Noisette, donne-le, Marie. Il m'appartient autant qu'à moi qu'à toi. J'ai mis le Casse-Noisette expressément sous la protection de Marie. Et comme il semble avoir justement besoin de cette protection, c'est elle qui a plein pouvoir sur lui. Et personne n'a le droit d'y trouver à redire. D'ailleurs, je m'étonne beaucoup que Fritz exige un travail d'un malade exempt de service. Lui, qui est bon militaire, devrait savoir que l'on ne fait pas rentrer les blessés dans les rangs. Dis-moi, ma petite Marie, tu sembles très intéressée par notre ami Casse-Noisette. Veux-tu connaître son histoire? Oh oui, Parrain Drosselmeyer! Tu vois, ma petite Marie, tout a commencé avec la princesse Pirlipa. Mes chers enfants, il est déjà si tard, bientôt minuit. Il me semblerait raisonnable d'aller maintenant vous coucher.
C'est vrai, ces pauvres diables de hussards ont aussi besoin de repos. Chère maman, je t'en supplie, laisse-moi rester ici un moment, rien qu'un tout petit moment. J'ai encore 2 ou 3 petites choses à faire et je te promets qu'ensuite j'irai tout de suite au lit. Ma chère petite Marie, je sais à quel point tu es une petite fille sage et raisonnable. Je te laisse donc sans inquiétude avec tes jouets. Mais ne tarde quand même pas trop à rejoindre ta chambre, sinon tu ne pourras pas te lever à temps demain matin. Cher Casse-Noisette, ne sois pas fâché que mon frère Fritz t'ait fait si grand mal. Il n'a pas voulu être méchant. À force de mener cette rude vie de soldat, son cœur s'est un peu endurci. Mais au fond, c'est un bon garçon, je t'assure. Et maintenant, je vais prendre bien soin de toi. Je te soignerai jusqu'à ce que tu sois complètement guéri. Et quant à remplacer tes petites dents et à réemboîter tes épaules, c'est le parrain Drosselmeyer qui s'en chargera, car il s'y entend à merveille. Casse-Noisette, est-ce une lueur que je viens de surprendre dans ton regard? Faut-il que je sois bien fatiguée? Ne suis-je pas une stupide petite fille pour m'effrayer aussi facilement? Croire cette petite poupée de bois capable de me regarder de son œil de bois. Mais je l'aime tellement, ce Casse-Noisette. Il est si bon et si doux. C'est pour cela que je te soignerai le mieux possible. Je t'en prie, Clairette, donne ton petit lit au pauvre Casse-Noisette blessé et essaye de te contenter du canapé pour quelque temps. Cric, crac, stupide racaille de rat, sornette de bête, cric, crac. Chers sujets, mes amis, mes frères, voulez-vous m'assister en ce rude combat? Tambour, fidèle sujet, battez la générale, sus au roi des rats. Casse-Noisette. Chère maman, tous ces vilains rats sont-ils enfin partis? Et le bon Casse-Noisette est-il sauvé? Des rats? Mais enfin, Marie, ne dis donc pas de bêtises. Non, je venais te dire que tu es une vilaine fille. Tu as joué hier soir jusqu'à une heure bien trop avancée de la nuit. Je t'ai retrouvée bien après minuit, étendue par terre dans le salon. Autour de toi, gisaient en grand nombre les soldats de plomb de Fritz et tes poupées. Quant à Casse-Noisette, tu le tenais étroitement serré. Et non loin de toi, gisait ta chaussure gauche. Voyez-vous, petite maman, c'est là les traces de la Grande Guerre que se sont livrées les poupées et les rats. Et le plus terrifiant était de voir que le pauvre Casse-Noisette allait être prisonnier des rats. Il commandait l'armée des poupées. C'est alors que j'ai jeté ma chaussure parmi eux. Après, je ne sais plus rien. Il suffit, Marie. Tu es priée d'aller sur le champ ranger tout ce désordre que tu as causé. Je me demande où cet enfant va chercher toutes ces folies. Cher parrain Drosselmeyer, suis-je donc la seule à connaître la vérité? À force de songer à l'histoire que vous m'avez offerte, je comprends maintenant que le grand horloger de la cour, c'est bien vous, n'est-ce pas, parrain Drosselmeyer? Et mon Casse-Noisette n'est sans aucun doute le pauvre jeune Drosselmeyer de Nuremberg, votre neveu. C'est lui, ce charmant jeune homme si malheureusement ensorcelé par Dame Ratirink. Et pourtant, monsieur Drosselmeyer, si vous n'êtes pas en état de vous mouvoir ou de me dire le moindre petit mot, je sais tout de même que vous savez quelle tendresse j'ai pour vous et que je vous prêterai assistance si vous en avez besoin. Petite Marie, cher ange gardien, je serai tien, petite Marie. Je dois vous quitter, cher Casse-Noisette. On se retrouvera ce soir. À ce soir, parrain Drosselmeyer.
La fée dragée rejoint Marie et l'invite à suivre un ruisseau d'où semblent émaner les délicieux parfums qui embaument toute la forêt. C'est le ruisseau d'orange. Sa bonne odeur est incomparable. Mais pour le reste, il ne saurait égaler l'imposant et magnifique fleuve Limonade, qui se jette comme lui dans le lac du lait d'amande. Ces eaux répandent une fraîcheur exceptionnelle qui fortifie les poumons et le cœur. De ravissants petits enfants y pêchent des poissons petits et charnus qu'ils dégustent sur le champ. Sur la rive s'étend un joli petit village. La plupart des murs sont luisants, comme si on les avait enduits de sirop d'orgeat. C'est la ville de pain d'épices. Elle est baignée par le fleuve de miel. Ses habitants sont très beaux, mais souvent de fort méchante humeur, car ils souffrent fréquemment de maux de dents. Voilà pourquoi Marie et la fée dragée ne s'y attarderont pas. Ils continuent leur voyage vers une autre rive, aux délicieux effluves de café. Là, ils rencontrent de petits singes vêtus de voiles rouges et bleu marine. Ils exécutent la plus ravissante musique arabe que l'on puisse entendre. Et la fée dragée emmène ainsi Marie de paysages merveilleux en contrées fantastiques pour un voyage extraordinaire. Rapidement, Marie est attirée par la beauté et la magie de tout ce qui l'entoure. Elle aperçoit au loin une petite ville, si ravissante à voir avec ses maisons transparentes et ses fraîches couleurs. Il s'agit de Bonbonville. Marie et la fée dragée entendent de joyeuses rumeurs en provenance de la place du marché.
Elles s'y rendent et y découvrent des milliers de charmants petits êtres. Tous examinent des charrettes pleines à déborder, qu'ils se préparent à décharger sur le champ. En effet, il vient d'arriver un envoi du roi du chocolat. De jolis papiers de couleur, de magnifiques chefs-d'œuvre. Et bien sûr, cargaison de tablettes de chocolat. Et les charmants petits êtres se mettent à danser autour du chocolat. Ensuite, Marie est attirée par une agréable et joyeuse musique qui se met à tinter dans les airs. Elle s'en approche et découvre alors de charmantes demoiselles qui effectuent ensemble la plus jolie des danses. Elles portent dans leurs petites mains des ombrelles aux multiples couleurs. Leurs toilettes sont d'un tel éclat, une telle magnificence, que Marie ne peut douter un seul instant qu'elles ne soient des princesses de haute lignée. On les dirait recouvertes de rubis et d'or. Un étrange petit personnage vient proposer à Marie une boisson fumante dans une très fine tasse de porcelaine. Un thé vert de Chine aux pétales de jasmin. Et voici Marie dégustant son thé. Perdue dans la contemplation de cette danse chinoise. Marie et la fée dragée pénètrent ensuite dans une merveilleuse petite forêt qui s'étend des deux côtés du chemin. Il y a, sous le noir feuillage, de si vives clartés que l'on voit distinctement des fruits d'or et d'argent pendre à des tiges de toutes les couleurs. Les troncs et les branches sont ornés de rubans et de bouquets de fleurs. Les parfums des orangers glissent et se faufilent entre les branches, tels de légers séphirs, et font teinter le clinquant doré des fruits d'or et d'argent. On dirait
Une musique pleine d'allégresse, dont les accents invitent les petites lumières scintillantes à sautiller et à danser. C'est la forêt de Noël! La fée dragée frappe dans ses petites mains. Et aussitôt, un petit monde de bergers et de bergères accourt. Ils sont d'une telle blancheur et d'une telle délicatesse qu'on pourrait les croire de sucre pur. Ils apportent un ravissant fauteuil tout en or, posent dessus un coussin de réglisse blanche et invitent fort poliment Marie à s'y asseoir. Et aussitôt, Marie installée, 8 petits oiseaux, noirs et scintillants, dansent un charmant ballet au son des mirlitons. La fée dragée emmène Marie dans une magnifique prairie odorante sur laquelle brillent des millions de points scintillant comme des pierres précieuses. C'est la prairie de sucre candi. Alors qu'elle n'a de cesse de regarder tout autour d'elle, Marie lève les yeux et découvre une magnifique porte qui s'élève à quelques pas devant elle. Elle semble constituée de marbre blanc, moucheté de brun. Mais en s'approchant, Marie constate qu'elle est entièrement faite d'amandes et de raisins secs. Après avoir franchi la porte, elle s'avance sur une galerie où d'adorables sucres d'orge leur font fête.
Enfin, Marie ne peut retenir un cri d'admiration et de stupeur en se trouvant soudain devant un magnifique château. Un château flanqué de 100 tours finement ombragées, qui se dresse dans l'éclat d'une lumière de rose. Le château Massepain. Des bouquets de violettes, narcisses, tulipes et giroflées sont disséminés un peu partout sur les murailles. Et toutes ces fleurs, plus magnifiques les unes que les autres, se mettent à rire et à valser entre elles. Pour le plus grand bonheur de Marie.
Vas-tu dormir encore à pareille heure? Il y a longtemps que le petit déjeuner est servi. Maman, ma chère maman, si tu savais où cette nuit la fée dragée m'a conduit, si tu savais quelle merveille elle m'a fait voir. La fée dragée? Des merveilles. Le plus merveilleux était le château Maspin, le château de Casse-Noisette lui-même, chère maman. J'y étais accueillie par des princesses qui m'ont préparé un festin pour me remercier d'avoir sauvé leur roi. Tu as fait un grand rêve, un de plus, ma petite Marie. Mais maintenant, il faut oublier tout cela. Parrain Drosselmeyer nous attend au salon. Il est accompagné de son neveu. Son neveu? Vite, vite, chère maman, aidez-moi à m'habiller. Il me faut descendre au salon, les saluer au plus vite. Quelle agitation soudaine, ma chère petite. Vite, vite, chère maman, attends-nous. Oh, ma chère mademoiselle Stalbaum, voyez à vos pieds l'heureux Drosselmeyer, à qui vous avez sauvé la vie, à cet endroit même. Vous avez eu tant de bonté, de compassion et d'amour à mon égard, que j'ai cessé tout aussitôt d'être un vilain casse-noisette, pour enfin retrouver mon ancien aspect. Oh, ma chère demoiselle, faites mon bonheur en m'accordant votre main, partagez avec moi mon royaume et ma couronne, et régnez avec moi au château Maspin, car c'est là que maintenant je suis roi. Cher monsieur de Drosselmeyer, vous êtes si bon et si doux, et puisque vous régnez sur un pays charmant, où les habitants sont si gais et si plaisants à voir, oui, je vous accepte pour fiancé. On raconte qu'au bout d'un an, il vint la chercher dans un carrosse d'or, tiré par des chevaux d'argent. 22 000 personnes, merveilleusement parées de perles et de diamants, prirent part au bal. Et il paraît que Marie règne encore actuellement sur le royaume du château Maspin. Là où de scintillantes forêts de Noël, où toutes les choses les plus merveilleuses du monde s'offrent au regard de tous ceux qui savent voir. Ainsi s'achève l'incroyable histoire de Casse-Noisette, de la princesse Pirlipa, de Marie et du roi des rats.
Thank you.